Euh, on commence cette première vidéo sur la cinétique chimique par la réaction chimique. Pour étudier une réaction chimique, on a deux types d'études. On peut l'étudier microscopiquement ou macroscopiquement. On commence par l'étude macroscopique. Macroscopiquement, pour étudier une réaction, il faut seulement savoir la réaction bilan ou l'équation bilan de la réaction. L'équation bilan. L'équation bilan, c'est un résumé de la réaction chimique, c'est-à-dire si on a une réaction dans un bécher par exemple, il faut juste savoir les réactifs, les espèces à T égale à 0, et puis les produits, c'est-à-dire les espèces qui existent dans le mélange à l'instant final. Ce qui nous donne une équation, réactif donne produit, c'est l'équation qui décrit l'état macroscopique de la réaction chimique. On peut étudier les réactions chimiques microscopiquement, et pour ce faire, il faut savoir ce qu'on appelle le mécanisme. Le mécanisme réactionnel. Le mécanisme réactionnel, c'est quoi? C'est l'ensemble des étapes microscopiques d'une réaction. Ces étapes sont appelées actes élémentaires. Un acte élémentaire, c'est quoi? C'est une réaction qui se fait au niveau microscopique entre deux espèces chimiques ou généralement c'est deux ou trois, le maximum c'est trois. Par exemple, on peut avoir un choc entre deux molécules, soit par exemple entre H2 et O2 pour donner HO, H2O2. C'est un choc entre les deux molécules pour donner une molécule. Ici, c'est un acte élémentaire. On peut avoir aussi une molécule qui se divise en deux. Donc on aura H point plus H point. C'est un acte élémentaire aussi. Le point ici, c'est un électron célibataire. Ou on peut avoir une molécule comme celle-là, H2O, qui se divise en H2 plus O point. Donc on aura des molécules comme celle-là. Donc ce sont des actes élémentaires. Donc un acte élémentaire, c'est une petite réaction qui se fait au niveau microscopique et généralement c'est un choc entre deux molécules ou une division d'une seule molécule en deux ou en trois parties. Le but de la cinétique chimique, c'est quoi? On commence à partir d'un mécanisme réactionnel, généralement c'est un mécanisme qu'on vous donne, et puis le but, c'est à partir de ce mécanisme, il faut déterminer la vitesse de la réaction. Et lorsqu'on détermine la vitesse de la réaction, on va voir la définition après, euh, on veut savoir la concentration d'une espèce chimique ou sa pression si il est une espèce gazeuse. Et le deuxième but, c'est de vérifier expérimentalement l'expression trouvée. Par exemple, on trouve à partir de mécanismes que la concentration, par exemple, en O2 par exemple est une fonction affine du temps, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme alpha t plus b, on veut expérimentalement vérifier est-ce que la concentration possède cette forme ou non. Donc voici une vue générale sur le but de la cinétique chimique. On commence d'abord par la définition de la vitesse d'une réaction. Pour ce faire, on prend la réaction suivante, c'est A fois B, A fois grand A, A c'est le coefficient, alors que grand A c'est le symbole de l'espèce chimique, plus B fois B qui donne C fois C plus D fois grand T. La vitesse, on appelle la vitesse volumique, c'est le petit v qu'on a ici, c'est 1 sur V, le volume de notre mélange, fois d de xi sur dt. Xi est l'avancement
Donc ce xi-là, c'est l'avancement. L'avancement chimique, donc il s'exprime en mol, alors que le volume c'est en litres, et donc la vitesse c'est en mol, litre moins un, seconde moins un. Donc toujours la vitesse d'une réaction en cinétique, c'est en mol, litre moins un, seconde moins un. On peut exprimer cette vitesse-là à l'aide des réactifs et des produits en utilisant la formule suivante. 1 sur nu i, on aura 1 sur nu i, c'est le coefficient stoichiométrique algébrique, c'est-à-dire qu'il est positif ou négatif, et non pas le volume, fois d de la concentration sur dt. Donc ici, on a une concentration et non pas une quantité de matière comme celle. Et donc, si on utilise par exemple cette expression pour A, pour le réactif A, euh, le, le, le nu pour le réactif A, c'est moins A, car c'est un réactif, et on aura d de A sur dt. Pour B, bien sûr, on va trouver moins 1 sur B, et pour C, on trouve un plus d de C sur dt. Et donc, pour les réactifs, on met moins 1 sur le coefficient fois d de la concentration sur dt, alors que pour les produits, on met un plus 1 sur le coefficient fois d sur dt de la concentration. C'est la définition de la vitesse volumique d'une réaction. Pour étudier la cinétique, on va prendre l'exemple de CNC 2007 pour la filière MP. On vous donne une réaction bilan, l'équation bilan d'une réaction. C2 fois NO plus O2 nous donne 2NO2. Et on veut étudier la cinétique de cette réaction et donc déterminer la vitesse de cette réaction. Pour déterminer la vitesse de cette réaction, on vous donne un mécanisme. C'est le mécanisme suivant. Euh, il, se, il contient deux étapes. La première étape, c'est la formation de NO, N2O2. Euh, il est caractérisé par deux constantes. On a K1 et on a K-1. Alors que la deuxième étape, c'est la formation de NO2 à partir de N2O2 et O2. Et on a une réaction, un coefficient K2. Donc ce mécanisme-là, on peut le diviser en trois réactions. La première, c'est quoi? C'est 2NO nous donne N2O2 avec une constante K1. Le deuxième, c'est l'inverse, c'est-à-dire que N2O2 nous donne 2NO avec une constante K-1. Et la troisième, c'est N2O2 plus O2 nous donne 2NO2 avec une constante K2. Donc chaque réaction avec un seul flèche, avec une constante, et on associe une constante K à cette réaction-là. La constante K est généralement appelée coefficient de vitesse. Son unité, on va la voir après. Il dépend de la réaction en fait. Maintenant, on applique la définition de la vitesse qu'on a vue. On peut exprimer la vitesse en fonction des réactifs ou des produits. Pour la vitesse, elle s'exprime toujours en utilisant la réaction bilan et non pas le mécanisme. On exprime la vitesse de la réaction en utilisant la réaction bilan, les réactifs ou les produits de l'équation bilan et non pas de mécanisme. Donc si on utilise le O2, O2 c'est un réactif, donc on met le moins, notre moins, fois de la concentration de O2 sur dt. Et le coefficient de O2 c'est bien 1. Et donc moins 1 sur 1 fois d de O2 sur dt. On connaît que O2 c'est un gaz, mais on peut écrire une concentration, on n'a pas de problème lorsqu'il s'agit de la cinétique. Même pour le H2O, l'eau, on écrit la concentration de H2O. Car en cinétique, généralement, H2O, c'est pas un solvant, mais c'est un réactif euh, qu'on utilise normalement. Et pour la cinétique, on utilise des concentrations ou des quantités de matière. Et donc, pour H2O, par exemple, pour l'eau,
L'eau possède une réaction, possède une quantité de matière et possède aussi une concentration. Alors qu'en chimie, en chimie des solutions aqueuses, l'eau c'est un solvant et l'activité c'est égal à un et non pas la concentration. C'est l'activité qui est égale à un. Alors qu'ici on n'a pas l'activité. Donc on peut exprimer aussi la vitesse en fonction de NO en utilisant la définition toujours. NO c'est un réactif avec un coefficient ici 2 et donc on met moins un sur 2 d2 NO sur dt. Et à l'aide de la définition aussi, on peut exprimer la vitesse en fonction de la concentration de NO2 qui est un produit et donc on met un plus au lieu du moins. Donc voici les trois définitions, les trois formules de la vitesse. Quelle formule doit-on utiliser? N'importe quelle formule. Mais généralement, on utilise la formule de l'espèce qui apparaît moins dans le mécanisme. Donc par exemple, pour la première relation, elle s'exprime en fonction de O2 et O2 figure dans une seule réaction, c'est la troisième réaction. Alors que pour NO, le NO il est dans cette réaction-là et dans celle-là. Et donc, il apparaît dans deux réactions. Alors que pour NO2, il est dans cette réaction-là. Et donc, il apparaît une seule fois. Donc, généralement, on utilise O2 ou NO2, c'est la même chose. Mais on va voir les différentes techniques pour tous les définitions. Après la définition de la vitesse, maintenant, on, on commence la détermination de la vitesse. Donc le but, c'est de déterminer l'expression de la vitesse en fonction des KI. Et donc en fonction de K1 qu'on a ici, K-1 et K2. Généralement, on aura les trois constantes, mais on peut avoir une ou deux constantes en fonction des réactifs et en fonction des produits. Les réactifs et les produits de la réaction globale. Les réactifs et les produits de réaction bilan. Et non pas de mécanisme. Car on a une petite différence qu'on va discuter après. La première chose, c'est qu'on utilise une loi appelée loi de Van 't Hoff. C'est pas la loi de la thermochimie, c'est la loi de la cinétique. La loi de Van 't Hoff pour la cinétique nous dit que pour un acte élémentaire, c'est les réactions du mécanisme réactionnel, pour ces actes élémentaires, la vitesse s'exprime sous la forme de la constante, CK1, fois la concentration des réactifs, ici on aura seulement O2, à la puissance de coefficient. Donc on a un seul réactif, voici la constante et voici le coefficient. C'est la loi de Van 't Hoff. Pour la deuxième réaction, on aura la même chose, c'est K-1 fois N2O2 à la puissance 1, car on a 1 ici. De même pour cette réaction-là, on aura K2 fois O2 fois N2O2 à la puissance 1 bien sûr et ici à la puissance 1. C'est la loi de Van 't Hoff. Donc pour la première chose qu'on fait après la définition de la vitesse, c'est d'utiliser la loi de Van 't Hoff pour déterminer la vitesse de chaque acte élémentaire. Chaque acte élémentaire possède une vitesse qui s'écrit sous la forme de K, la constante de cet acte-là, fois le produit des concentrations des réactifs à la puissance de leur coefficient. Maintenant, on utilise une relation très importante dans la cinétique chimique. C'est une relation de base qui nous dit que la dérivée d'une concentration par rapport au temps, c'est l'ensemble des vitesses d'apparition de cette espèce-là, moins la somme des vitesses de disparition de cette espèce-là. Et donc, si on applique cette définition sur notre quatre espèces, par exemple, pour le NO. Pour le NO figure dans cette réaction-là, et dans cette réaction, c'est un réactif, donc il n'apparaît pas dans les trois réactions. Il apparaît dans ces deux réactions,
Donc il apparaît dans la deuxième réaction. Donc la vitesse d'apparition, c'est la vitesse v-1, alors que pour la première réaction, il disparaît. Donc on fait moins. La somme des vitesses de disparition, c'est la vitesse v1. Et on multiplie par le coefficient 2. Donc c'est ce coefficient-là. Donc la vitesse d'apparition, c'est la vitesse des réactions des actes élémentaires dont l'espèce apparaît. Donc c'est la deuxième. Donc c'est V-1. Alors que la disparition se fait dans la première réaction. Donc on met moins la vitesse de la première réaction fois le coefficient correspondant. Pour la deuxième, pour O2. Pour O2, il figure dans une seule réaction, donc cette réaction-là, il disparaît dans cette réaction, c'est un réactif, et donc on aura 0 moins V2. Le coefficient, bien sûr, c'est 1, et donc on met directement un V2. Pour N2O2, ce N2O2-là, il est dans deux réactions, dans celle-là, dans les trois réactions. Dans la première, dans la première réaction, c'est un produit, et donc il apparaît dans la première, donc c'est V1. Dans la deuxième, il disparaît, donc c'est moins V-1. Et dans la troisième aussi, c'est un réactif, et donc moins V2. C'est pas dans cette ligne-là, mais dans la ligne précédente. Donc on a dit c'est V1 car elle apparaît dans la première, moins V-1 car il disparaît dans la deuxième et dans la troisième aussi. Et donc c'est l'expression de la dérivée de sa concentration. Donc la variation de concentration d'une espèce par rapport au temps, c'est la somme des vitesses des réactions des actes élémentaires dont il apparaît, moins la somme des vitesses des réactions des actes élémentaires dont il disparaît. Fois les coefficients, bien sûr, toujours on fait attention aux coefficients. Pour le NO2, le NO2 existe dans cette réaction-là, seul, et donc c'est 2 car on a un coefficient 2, fois V2 car il apparaît dans cette réaction. Et donc voici la variation de la concentration ou la dérivée de la concentration par rapport au temps en fonction des vitesses des actes élémentaires. Maintenant, on peut relier ces vitesses-là à la vitesse de la réaction en utilisant la définition de la vitesse. En utilisant la définition qu'on a vu ici. Par exemple, la vitesse égale à moins d2O2 sur dt. Or, ici, on a dO2 sur dt. Donc, voici dO2 sur dt. Et donc, ici, c'est moins V, moins la vitesse de la réaction. Alors que pour le NO, le NO, d2NO sur dt, on peut l'écrire sous la forme de moins de V. À partir de cette relation-là, on a V égale à moins n demi de dNO sur dt. Donc dNO sur dt c'est moins de V. Et on cherche moins NO. Et donc ici on aura moins de V. De même pour ces deux expressions-là, pour la troisième, pour la dernière, la quatrième, alors que pour l'avant-dernière, pour NOO2, il ne figure pas dans la réaction globale, n'est pas dans l'équation bilan. Donc, on n'a pas une relation entre ces vitesses-là et la vitesse de la réaction. Pour le dernier exemple, pour le NO2, on peut, à partir de cette expression-là, trouver que cette dérivée-là, c'est 2 fois la vitesse. Et donc, on peut écrire ici que c'est 2 fois la vitesse. Donc en utilisant ces trois relations, on peut déduire que à partir de cette équation-là qu'on a là, on a V égale à V2. De même pour cette équation, le 0 se simplifie, on aura une simplification avec un moins, et donc V c'est moins V2. De même pour cette relation-là, on trouve que la vitesse c'est 1 demi. On peut écrire moins 1 demi
V1 moins 2V1. Et donc, c'est V1 moins 1 demi V moins 1. Donc, c'est l'expression de la vitesse de la réaction en fonction des différentes vitesses des actes élémentaires. Donc, on peut écrire l'expression de la vitesse en fonction des concentrations. On peut remplacer par exemple V2 par son expression, voici l'expression correspondante, et on peut déterminer directement la vitesse. C'est ce que je vais faire ici. Je vais éliminer cette expression-là, réécrire le résultat final qu'on a. Donc on aura V1 moins 1 demi V moins 1, puis supprimer le reste. Et on peut bien sûr remplacer V2 par son expression. Donc la vitesse, c'est K2 fois O2 fois N2 O2. Est-ce qu'on a terminé? On a maintenant la vitesse dépend de K et des concentrations. La concentration de quoi? La concentration de O2 et la concentration de O2 et la concentration de N2O2. Or, N2O2 n'est pas dans l'équation bilan. Et on a dit ici que la vitesse doit être exprimée en fonction des concentrations des réactifs et des produits de la réaction bilan. Donc on doit éliminer le N2O2. N2O2 c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel. Un intermédiaire réactionnel, IR, c'est une espèce chimique qui figure dans le mécanisme mais qu'il n'existe pas mais elle n'existe pas dans la réaction bilan. Dans notre exemple, c'est N2O2, car elle existe dans le bilan. Il est ici, mais il n'existe pas dans la réaction globale qu'on a écrit sous la forme de 2NO plus O2 nous donne 2NO2. Et donc c'est la réaction bilan. N2O2 ne figure pas dans cette réaction, donc c'est un acte élémentaire. C'est un intermédiaire réactionnel. Pour les intermédiaires réactionnels, on a une approximation. C'est l'approximation des états quasi-stationnaires. C'est la AEQS, et non pas l'ARQS. L'ARQS c'est en électromagnétisme et en électronique. Mais la EQS, l'approximation des états ou de l'état quasi-stationnaire, il nous dit que la dérivée de la concentration de l'intermédiaire réactionnel par rapport au temps égale à 0. Ce qui signifie, si on utilise la dérivée de l'intermédiaire, c'est la vitesse de son apparition moins la vitesse de disparition. Donc cette approximation nous dit que la vitesse d'apparition de cet intermédiaire réactionnel est à peu près égale à la vitesse de sa disparition. Dans notre exemple, bien sûr, c'est N2O2. Et donc la concentration de N2O2, la dérivée c'est 0. Et on peut remplacer par l'expression qu'on a trouvée précédemment. C'est V1. Et donc V1 égale à V2 plus V-1. Donc on a V1 égale à V2 plus V-1. C'est l'équation qu'on obtient à partir de cette approximation-là. On remplace les vitesses par leur expression et on obtient l'expression de N2O2. Donc voici les expressions des vitesses. Je vais les recopier pour avoir ces expressions-là sous les yeux. Et donc on peut écrire que on a K1 fois NO à la puissance au carré égale à K2 fois O2 plus fois N2O2 plus K-1 fois N2O2. Donc à partir de cette équation-là, on peut déterminer
l'expression de N2O2. Donc à partir de cette expression, on peut trouver que N2O2, on peut le mettre en facteur ici, ce qui donne K1 fois NO au carré sur K-1 plus K2 fois O2. Donc c'est l'expression de N2O2. Et si on remplace ici, dans cette expression qu'on a là, on obtient l'expression suivante. Donc voici l'expression de la vitesse. Il dépend des K, K1, K2 et K-1. Il dépend des concentrations des réactifs. On n'a pas les produits, car le seul produit c'est NO2. Il ne figure pas dans cet exemple-là. Donc la vitesse dépend des concentrations des réactifs et des coefficients K. Comme conclusion, comme commentaire sur cette expression-là, on dit que la réaction n'admet pas d'ordre. La réaction n'admet pas d'ordre. Pourquoi? Car la vitesse ne s'écrit pas sous la forme de K fois les réactifs à des puissances entières ou réelles, c'est la même chose. Il faut avoir une forme comme celle-là pour dire que la réaction admet un ordre. Mais ici, on n'a pas cette forme-là, et donc la réaction n'admet pas d'ordre. Pour que la réaction admet un ordre, on a deux situations. Soit que K-1 est très grand devant le premier cas, devant K2 fois O2, à partir de cette expression-là. Et donc, l'expression se simplifie pour trouver une forme similaire à la forme écrite ici. Et donc, on peut dire que l'ordre c'est 2. L'ordre toujours c'est P plus Q. Et ici, on aura l'ordre c'est 2 plus 1, c'est 3. Et donc, la réaction dans ce cas-là possède un ordre 3. Alors que pour le cas inverse, c'est-à-dire que K-1 est très faible devant K2 fois O2, on aura une simplification bien sûr par O2 et on aura une vitesse sous la forme de 2K1 fois NO au carré. Et donc on aura un deuxième ordre pour la réaction. Donc c'est deux approximations qu'on peut avoir pour dire que la vitesse admet un ordre ou la réaction admet un ordre. Maintenant, c'est quoi l'explication de ces cas-là? C'est quoi la signification physique du premier cas et du deuxième cas? Pour savoir, on va revenir aux expressions de vitesse. On a vu que on a trois actes élémentaires qu'on appelle ici étape 1, étape 2 et étape 3. Et lorsqu'on compare K-1 et K2O2, c'est comme si on compare V-1 et V2. Donc on compare deux vitesses. Pour le cas 1, le premier cas, c'est la vitesse de moins 1, c'est V-1, qui est très supérieure à V2. Donc la vitesse de la deuxième étape est très grande devant la vitesse de la troisième étape. Et donc on peut dire que l'étape lente, toujours on parle sur l'étape lente, donc c'est la troisième étape, on dit que c'est l'étape cinétiquement déterminante. Cinétiquement déterminante. C'est-à-dire que cette étape-là, la réaction se fait en trois étapes. La première étape possède une vitesse très grande. La deuxième et la troisième, c'est selon la vitesse. Dans le premier cas, on a trouvé que la vitesse de la deuxième étape est très grande devant la troisième. Et donc les deux premières étapes se font rapidement. Et la troisième étape, c'est l'étape lente. Et donc c'est l'étape qui détermine la cinétique de la réaction. C'est la conclusion qu'on a. Alors que pour le cas inverse, c'est la deuxième.
Donc pour le cas 2, l'étape 2, c'est l'étape cinétiquement déterminante. Et donc, on dit qu'une étape est cinétiquement déterminante lorsque sa vitesse est faible devant la vitesse des autres étapes. C'est la dernière partie euh, dans l'étude théorique d'une réaction. Généralement, dans les concours, on dit que la constante en pratique, on vous donne un cas, par exemple, on vous dit que K-1 est très grande devant K2 fois O2. euh, Donner une conclusion, la conclusion c'est que la troisième étape est cinétiquement déterminante ou la première est cinétiquement déterminante selon l'approximation qu'on a fait. Maintenant, euh, après avoir l'expression de la vitesse, dans le cas général ou dans les cas où on a une étape cinétiquement déterminante, on doit, on doit savoir les facteurs qui influencent sur cette vitesse-là. On a trois facteurs. Le premier facteur, c'est la concentration. C'est très évident à partir de la vitesse. On a ici une vitesse générale qui dépend de la concentration en O2 et la concentration en NO. Et donc, si on augmente la concentration en NO ou en O2, on aura une vitesse plus grande. Donc, la première remarque, c'est que les concentrations, euh, si on augmente la concentration, alors que la vitesse augmente aussi. La deuxième chose, c'est l'existence d'un catalyseur ou inhibiteur. Un catalyseur, c'est une espèce chimique qui augmente la vitesse de la réaction, mais sans interagir, euh, sans avoir lieu dans l'équation bilan. Il interagit avec les espèces chimiques, donc il existe dans les actes élémentaires et dans le mécanisme, mais il n'a pas d'influence sur la réaction globale. Donc il ne change pas les produits de la réaction, mais il change les étapes de telle façon à avoir une vitesse plus grande. Donc l'expression de la vitesse généralement euh, euh, devient plus grande car on aura généralement dans l'expression la concentration du catalyseur. Généralement, on ajoute plus quelques gouttes du catalyseur. On a plusieurs types de catalyseurs, mais c'est pas dans le programme. Il faut seulement savoir la définition et le rôle. Donc, le catalyseur augmente la vitesse. L'autre espèce, l'inhibiteur, c'est l'inverse. Lorsqu'on ajoute un inhibiteur à une réaction, il bloque cette réaction-là. Et donc, la vitesse diminue. Généralement, lorsqu'on ajoute un inhibiteur, la vitesse devient nulle et c'est son rôle. C'est le rôle inverse de catalyseur. Donc, il faut savoir la définition de ces espèces-là et le rôle de chaque espèce. Le dernier facteur, c'est la température. La température figure dans la constante, dans les constantes K. La température de cet acte-là, c'est dans K1, la température ici, dans K-1 et dans K2. À l'intérieur de K2, l'expression de K2 dépend de la température, et cette loi, c'est la loi d'Arrhenius, qu'on écrit sous deux formes généralement. K, c'est A fois exponentielle de moins EA sur RT. Voici la température ici. Et de même, on peut l'écrire sous cette forme-là. La dérivée de ln de k sur dt égale à EA sur RT carré. Donc lorsqu'on augmente la température, donc EA sur RT diminue, et donc moins EA sur RT augmente, et donc le K augmente. Et lorsque K augmente, la vitesse augmente bien sûr. Donc lorsqu'on augmente la température, la vitesse augmente. C'est à cause de l'agitation thermique. Lorsque on augmente la température, on augmente l'énergie cinétique microscopique des particules. Et lorsqu'on augmente l'énergie cinétique microscopique des particules,
on augmente la probabilité d'avoir un choc efficace. Et on a un choc efficace entre deux molécules, on aura cassure de liaison et formation d'autres liaisons, et donc on a une réaction dont la vitesse est plus grande. On a un facteur ici, le EA, c'est ce qu'on appelle énergie d'activation. Activation. Activation. Ils s'expriment généralement en kilojoules mol moins 1. C'est une énergie molaire. C'est l'énergie qu'il faut donner à la réaction pour commencer. Généralement, lorsqu'on place les molécules dans un seul, dans un seul, dans une seule région, donc la distance est très faible, il faut leur donner une énergie pour avoir la réaction, pour que la réaction commence. Cette énergie-là, c'est l'énergie d'activation. Elle est reliée à delta RH qu'on va voir en thermodynamique. Maintenant, on a déterminé la vitesse, les facteurs qui influencent cette vitesse-là. Maintenant, on veut vérifier l'expression qu'on a trouvée. La première chose, il faut savoir mesurer une concentration. Pour mesurer une concentration, on a plusieurs méthodes. On commence par la méthode destructive. La méthode destructive, c'est ce qu'on appelle le titrage. Donc, dans ce titrage-là, pour ce faire, on a notre solution dont on a la réaction qu'on étudie, dont on étudie la cinétique. Pour faire un titrage, généralement, on fait un prélèvement dans un autre bécher. Donc, notre solution, par exemple, 10 millilitres dans un autre bécher. Puis, on effectue un titrage pour déterminer la concentration d'une espèce contenue dans cette réaction-là. Donc, par exemple, si on a A plus B nous donne C, et on veut savoir la concentration de A, on prélève notre 10 ml de notre solution, on la met ici, puis on effectue un titrage de cette solution-là pour déterminer la concentration de A à cet instant-là T0. Pour avoir un bon titrage, il faut bloquer la réaction qu'on a ici. Pour bloquer cette réaction, on utilise généralement l'un des facteurs qu'on a vu. Par exemple, la température. On peut utiliser un bain de glace pour diminuer la température. On peut utiliser une espèce chimique qui bloque la réaction étudiée, bloque cette réaction là, mais il ne bloque pas la réaction de dosage, du titrage. Mais généralement, en industrie, on ne fait pas cette méthode-là car il détruit notre solution. Donc on a changé le volume. Or la vitesse, dans son expression, c'est la vitesse volumique. Et donc si on change le volume, on change la vitesse. Et donc on ne peut pas déterminer la vitesse avec une grande précision dans cette méthode-là. La deuxième méthode, c'est la méthode non destructive. C'est une mesure directe de la concentration. Donc on utilise généralement un électrode, un appareil qui mesure l'une des grandeurs qui sont reliées à la concentration directement. Pour les gaz par exemple, si on veut mesurer la concentration d'une espèce gazeuse, il suffit d'utiliser un manomètre pour mesurer la pression d'un gaz par exemple. Et à partir de la pression de gaz, on peut déterminer la concentration en utilisant la loi des gaz parfaits par exemple, ou on peut utiliser directement la pression qui dépend du temps dans ce cas-là. Donc on peut mesurer par exemple la pression chaque 5 minutes et on peut obtenir le tableau suivant. Pour une espèce qui est soluble dans l'eau, on a plusieurs autres méthodes. On peut par exemple mesurer la conductivité.
conductivité. La conductivité sigma est reliée à la concentration par la loi qu'on a vue en chimie en solution. C'est la somme des lambda I fois xi. Et donc, si on connaît les lambda en mesurant les sigma, la conductivité à l'aide du conductimètre, on peut déterminer directement la concentration. C'est la première méthode. La deuxième, on peut mesurer par exemple le potentiel, le potentiel ou le pH. Et on connaît bien que le pH est relié à la concentration par pKa plus log de la base sur l'acide. Si on a une espèce acide ou une espèce basique dans notre mélange. On peut utiliser plusieurs autres méthodes. On peut utiliser par exemple la mesure de l'absorbance. C'est ce qu'on utilise généralement pour étudier la cinétique. L'absorbance est reliée à l'intensité de la lumière émise. Donc c'est log de I0 sur I. Et donc qui est donné par la loi de Berlambert par Y fois L fois la concentration si on a une espèce colorée. Donc généralement on utilise une lumière d'intensité I sur notre solution et ici on obtient une intensité I, ici c'est le I0 et la longueur ici c'est L et à partir de la mesure de A avec un spectrophotomètre on peut déterminer, en connaissant le L et le Y, on peut déterminer la concentration de l'espèce étudiée. On peut aussi mesurer l'indice de réfraction N, et l'indice de réfraction, il est fonction de ρ, et donc il est en fonction de la concentration. L'indice d'un milieu généralement dépend de la masse volumique de ce milieu-là, et la masse volumique dépend des concentrations bien sûr. Donc on a plusieurs méthodes euh, qui utilisent une mesure directe pour déterminer la concentration directement à chaque instant. Et à la fin de ces méthodes-là, on obtient un tableau. Par exemple, chaque les 5 minutes, on peut mesurer la concentration. 20, 25, etc. On peut mesurer la concentration ou la pression selon l'espèce étudiée. Pour déterminer la vitesse à partir de ce tableau-là, on peut utiliser la définition de la vitesse en utilisant le fait que si l'intervalle ici est très petit, si on utilise par exemple au lieu de 5 minutes, on détermine la concentration chaque les 5 secondes, on peut dire que la vitesse qui est donnée par à peu près une constante fois d de la concentration sur dt égale à delta alpha delta x sur delta t. Donc delta t c'est l'intervalle dont on mesure la pression ou la concentration et ici c'est la différence de la concentration et en moyennant ce tableau là on peut obtenir l'expression, la valeur de la vitesse à chaque instant. Et donc, on peut obtenir un tableau qui donne pour chaque instant la concentration ou la pression et la vitesse à l'aide d'une mesure directe ou une mesure à titrage. Maintenant, on a le tableau et on a l'expression de la vitesse. Comment relier les deux? On a l'expérience. Donc, à partir de notre expérience, on obtient le tableau. Et à partir de notre mécanisme théorique, on obtient l'expression de la vitesse. Par exemple, si on a une vitesse qui s'exprime sous la forme d'une constante k fois une concentration A fois à la puissance P
fois une concentration B à la puissance Q. Donc c'est une vitesse, la vitesse d'une réaction qui admet un ordre, et l'ordre c'est P plus Q. Premièrement, pour éliminer un variable, on utilise une méthode appelée dégénérescence d'ordre. Dans cette méthode-là, on choisit un réactif en excès. Donc on met par exemple A en excès, et donc on peut dire que la concentration de A est à peu près constante. Donc c'est la concentration initiale, et donc la vitesse devient K fois A0 à la puissance P fois B à la puissance Q. Ce qu'on peut écrire sous la forme de K apparent, une constante apparente, fois B à la puissance Q, et donc on aura une vitesse qui dépend seulement de la concentration de B, ce qui est plus facile à vérifier après. Maintenant, si on n'utilise pas la dégénérescence d'ordre, on peut utiliser aussi B en excès. Généralement, on utilise deux expériences, l'une en B et l'autre en A, B0, et donc on obtient que V égale à K apparent prime fois A à la puissance P. Pour cette expression, on détermine le Q, et pour cette expression, on détermine le P, avec les méthodes qu'on va voir. La deuxième méthode, c'est utiliser un mélange stoichiométrique. Pour un mélange stoichiométrique, par exemple, si on a A fois A plus B fois grand P nous donne des produits. Les produits ici ne sont pas intéressants, car on a une réaction qui admet un ordre, et donc la vitesse dépend seulement des produits et non pas des réactifs. Si on a un mélange réactionnel qui est stoichiométrique, la concentration de A sur son facteur égale la concentration de B sur son facteur. Et donc, si on remplace dans l'expression de la vitesse, qui est égale à K fois A à la puissance P fois B à la puissance Q, par exemple, on remplace B. Donc, B, c'est B à la puissance Q sur A à la puissance Q fois A à la puissance P plus Q. Et donc, notre vitesse dépend d'un seul variable, une seule concentration, et à l'aide des méthodes qu'on va voir, on peut déterminer l'ordre global P plus Q. Donc on peut utiliser, pour simplifier l'expression, pour que l'expression de la vitesse dépende d'une seule concentration, on peut utiliser la dégénérescence d'ordre ou, utiliser un mélange stoichiométrique. Généralement, on vous donne une méthode, et il suffit seulement d'expliquer le but ou donner l'expression globale seulement par une remarque sur le tableau. Maintenant, on a une vitesse qui dépend d'une seule concentration. Par exemple, ici, dépend seulement de A. Et on veut déterminer, à partir du tableau, on veut déterminer notre P, la valeur de P. Le but, toujours, c'est la puissance. C'est déterminer la puissance. Maintenant, on a un tableau qui contient trois informations: le temps, la concentration de A et la vitesse. Et on veut, à partir de ce tableau-là, calculer K' et calculer P. La première méthode qu'on peut utiliser, c'est la méthode différentielle. Dans la méthode différentielle, on applique le ln sur cette relation-là. Et donc on obtient le ln de K' plus P, le ln de A. Et donc si on trace le ln de V en fonction de ln de A, on doit obtenir une droite de pente P. Donc on peut déterminer le P. Et bien sûr, à l'aide de l'intersection avec les axes de lnv, on peut déterminer le ln de K'. Et donc on peut déterminer K'.
Donc dans la méthode différentielle, on trace ln v en fonction de ln de la concentration de A. Et à partir de ce traçage-là, on trouve l'expression, la valeur de P et la valeur de ln de Q'. Bien sûr, on ne peut pas tracer des courbes dans le jour de concours, car on n'a pas accès à un ordinateur ou un papier millimétrique ou à une calculatrice programmable, mais on peut faire ce qu'on appelle la régression linéaire. La régression linéaire, c'est une opération qu'on peut faire avec n'importe quelle calculatrice et qui nous permet de déterminer directement la valeur de la pente et la valeur de ln de K' pour n'importe quel tableau de données. Donc, on choisit sur la calculatrice qu'on a une équation sur la forme de y égale à a plus b fois x et on entre le tableau et la calcul nous donne a et b et r carré qui doit être égal à peu près à a. On va parler sur la régression linéaire dans la vidéo prochaine. C'est la première méthode. Dans la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode intégrale. Dans la méthode intégrale, on utilise seulement l'équation différentielle qu'on a. Par exemple, on a une équation sous la forme a plus b fois b nous donne des produits. On a dit que les produits dans ce cadre-là ne sont pas intéressants. Donc la vitesse, on a dit qu'il s'écrit sous la forme suivante. V égale à K' fois A à la puissance P. Pour la méthode intégrale, on remplace V par son expression. En fonction de A bien sûr, car on a ici A. Et donc la vitesse s'écrit sous la forme 1 sur A, la dérivée de A sur dt. Et ceci égale à A à la puissance P. C'est une équation donc du premier ordre qui est non linéaire lorsque P est différent de 1. Et donc, on peut l'écrire sous la forme suivante, d de A sur A à la puissance P égale à moins A fois K' fois dt. Et donc, on intègre cette équation-là pour différentes valeurs de P. Pour le deuxième membre, on peut écrire que c'est moins AK' fois T. Alors que pour le deuxième membre, il dépend de la valeur de P. Selon la valeur de P, on va obtenir une intégrale. Par exemple, pour P égale à 0, si on pose P égale à 0, on aura seulement l'intégrale de dA, et donc c'est A. Donc la concentration de A ici entre T et 0, la même chose ici entre T et 0, moins la concentration initiale égale à moins K à K' à T. Et donc c'est une droite. Donc en utilisant la régression linéaire, si on cherche la concentration de A en fonction de la concentration en fonction du temps, on doit obtenir une droite décroissante car la concentration de A diminue car c'est un réactif. Pour P égale à 1, on va obtenir ln. Donc pour P égale à 1, on aura ln de la concentration, ln de A, moins ln de A0, la concentration initiale, égale à moins K' A fois T. Donc si on trace le ln de A en fonction de T, on doit avoir aussi une droite décroissante. Et si P égale à 2, on aura 1 sur P carré dans l'intégrale, ce qui nous donne 1 sur A moins ce qui donne plus 1 sur A0 égale à moins K' A fois T. Et donc si on trace de même 1 sur A en fonction de T, on aura ici une droite
dans la pente est positive. Car on aura ici un plus, ici un moins, et ici un plus. Et donc lorsque t augmente, 1 sur a augmente et donc a diminue. Donc selon toujours on se ramène vers une droite. On essaye de tracer une droite en fonction du temps. Pour tracer la droite, on essaye de tracer la concentration directement en fonction du temps. Si on obtient une droite, alors on peut dire que la concentration, que P égale à 0, c'est la méthode intégrale. Lorsqu'on a une concentration qui est une droite en fonction du temps, si on a ln de la concentration qui est une fonction de temps, alors P égale à 1. Et si on a 1 sur la concentration est une droite en fonction de temps, on a un P égale à 2. Et généralement dans le programme, c'est les valeurs qu'on trouve souvent. Soit P égale à 1, soit P égale à 2, soit P égale à 0. C'est les trois valeurs qu'on trouve généralement dans la méthode intégrale. Pratiquement, c'est simple. Il faut juste remarquer, est-ce que la concentration, la concentration euh, le- dans le tableau, vous pouvez utiliser la technique suivante, c'est-à-dire on vous donne généralement un tableau qui contient seulement le temps et la concentration. Il faut seulement ajouter ln de A et 1 sur A. Si 1 sur A, et on trace les valeurs qu'on a ici en fonction de temps, les valeurs qu'on a ici en fonction de temps, et la valeur qu'on a ici en fonction de temps. À l'aide de la calculatrice, bien sûr, on doit juste seulement regarder R carré. R carré, c'est une valeur qui est donnée sur la calculatrice, c'est un coefficient de corrélation. Si le coefficient de corrélation est presque égal à 1, alors la courbe est correcte. Donc tous les points figurent dans la courbe. Donc généralement, on obtient par exemple ici 0,1, ici par exemple 0,05 et ici 0,99. Et donc la vraie courbe, c'est cette courbe-là. Et donc P égale à 2. C'est la droite. Donc c'est la méthode intégrale. C'est une méthode qui utilise des tests pour savoir la valeur de P. L'avant-dernière méthode, pratiquement la dernière méthode, c'est la méthode de demi-temps. Le demi-temps, c'est quoi? C'est l'instant où on a la concentration de A en T1 demi égale à A0 sur 2. Donc si on a P égale à 0 par exemple, si on a P égale à 0, alors si on remplace ici par A0 sur 2 moins A0 égale à moins K'A fois T1 demi, on trouve que T1 demi égale à A0 sur 2 K' fois A. Si P égale à 1, P égale à 1, on obtient que, en remplaçant toujours par le A par A0 sur 2, on obtient que T1 demi égale à ln de 2 sur K'A. Alors que pour P égale à 2, si on remplace le A toujours pour A0 sur 2, on trouve qu'on a un T1 demi égale à 1 sur le A0. Ici, on aura K'A. À peu près cette expression-là. Donc, dans ce cas-là, on vous donne non pas la concentration, mais les T1 demi selon la concentration initiale. Donc, on vous donne A0, on vous donne les T1 demi.
Si T1,5 est constante, ne dépend pas de la valeur à 0, alors on est dans ce cas-là, donc on a un P qui est égal à 1. Si le T1,5 si le T1,5 augmente avec A, alors on a P égale à 0, alors que s'il diminue avec le A0, alors le P égale à 2. C'est les trois cas généralement qu'on étudie. Donc c'est la troisième méthode de demi-temps, car on vous donne la concentration initiale et le T1,5. La dernière méthode, c'est pas une méthode générale, mais il est utilisé lorsque la vitesse s'écrit sous la forme de K fois la concentration des réactifs, non pas de produits, des réactifs, sur K, sur une constante, plus la concentration des produits. Dans certaines études théoriques, on trouve que la vitesse de la réaction s'écrit sous la forme les réactifs en haut et les produits en bas avec une constante. À t égale à 0, cette vitesse-là n'admet pas d'ordre, car on n'a pas le produit des réactifs dans la vitesse. On a des produits en bas, donc ils n'admettent pas d'ordre. Mais à t égale à 0, on n'a pas de produit. Et donc la vitesse s'écrit sous la forme de k sur alpha fois les réactifs. Non, pas les produits. Les réactifs. Donc cette réaction-là admet un ordre. C'est le V0, c'est V à t égale à 0. Donc V0 admet un ordre. Cet ordre-là est appelé l'ordre initial. L'ordre initial. Et cet ordre initial peut être déterminé à l'aide d'une méthode qu'on a utilisée. Donc, généralement, on vous donne pour cette méthode-là, on vous donne directement le T et le V0. Et donc, la concentration initiale et le V0. La concentration initiale et V0. Et donc, généralement, on a une expression sous la forme de K fois x0 à la puissance P. Donc, toujours, on utilise la méthode différentielle qui nous permet directement d'avoir la valeur de P comme la pente de traçage de ln de V0 en fonction de ln de x0. C'est les quatre méthodes qu'on utilise généralement pour déterminer l'ordre de la réaction. Et donc, on peut déterminer le P qu'on a ici à l'aide de la méthode initiale si on a une vitesse initiale. Le P en utilisant le demi-temps, la méthode intégrale ou la méthode différentielle, c'est la pente qu'on a ici. Et donc, on peut obtenir le P qu'on a ici. Et ce P-là correspond ici à P plus Q si on a un mélange stoichiométrique, à Q si on a une méthode de dégénérescence d'ordre. Et on peut changer le réactif qu'on a en excès pour déterminer tous les puissances de chaque réactif. Et donc on peut déterminer l'ordre global de la réaction qu'on a dit que c'est P plus Q. Donc à l'aide de ce problème-là, vous pouvez déterminer ou travailler n'importe quel problème sur la cinétique chimique. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire la régression linéaire à l'aide d'une calculatrice en utilisant un exemple, généralement le même CNC qu'on a étudié précédemment.